Alors, bonsoir à tous et bienvenue à notre webinaire portant sur le développement du langage, de la parole et des apprentissages écrits chez les enfants, présenté par les services de parcours d'enfants chez Morneau-Chapelle. Mon nom est Eve Plante et je serai votre modératrice pour la présentation de ce soir. Avant de débuter, j'aimerais prendre quelques minutes afin de vous donner les précisions plus techniques qui vous permettront de bien participer à la présentation. Vous devriez voir à votre écran un panneau de contrôle dans le coin supérieur droit. Vous pouvez entendre la présentation en utilisant les haut-parleurs de votre ordinateur. Si vous préférez, vous pouvez également vous joindre à nous par téléphone. Il suffit alors de sélectionner l'option téléphone dans la section audio et de composer le numéro et le code d'accès qui apparaîtront. Vous avez la possibilité de soumettre des questions à notre présentatrice en les écrivant dans la section questions. Vous pouvez nous faire parvenir vos questions à tout moment lors de la présentation. Nous tenterons de répondre au plus grand nombre de questions possibles à la toute fin lors de la période prévue à cet effet. Notez que la fonction chat n'est pas activée. Je termine en vous présentant brièvement Morneau-Chapelle et les services de parcours d'enfants. Célébrant près de 50 années de service, Morneau-Chapelle est le plus important fournisseur au monde de solutions en matière de santé, de comportement et de productivité. Nous aidons plus d'un demi-million de personnes chaque année grâce à l'ensemble de nos services. Parcours d'enfants, pour sa part, collabore depuis plus de 15 ans avec les familles, les écoles et les garderies afin de permettre aux enfants de développer leur plein potentiel grâce à une approche interdisciplinaire centrée sur la famille. Comprendre les besoins uniques de chaque enfant est au cœur de notre expertise. Nos services incluent le dépistage, l'évaluation et l'intervention, tant auprès des familles que des milieux de garde et scolaires. Notre équipe regroupe entre autres des orthophonistes, des psychologues, neuropsychologues, psychoéducateurs, orthopédagogues, ergothérapeutes et physiothérapeutes. Je laisse maintenant la parole à ma collègue Marie Kearney, orthophoniste. Diplômée de l'Université de Montréal en 2012, Marie travaille depuis ce temps auprès des enfants et adolescents présentant des difficultés de langage oral, de langage écrit et de la parole. Elle intervient également auprès des jeunes qui évoluent dans un contexte multilingue et offre des formations tant aux parents, aux éducateurs qu'aux autres professionnels. Alors, bonsoir à tous. Ce soir, comme vous pourrez le constater sur le plan du webinaire, nous discuterons des différentes composantes de la communication, des difficultés possibles qui peuvent survenir sur le plan du développement du langage oral, sur le plan du développement de la parole et sur le plan du développement du langage écrit. Nous discuterons aussi de ce qui peut être fait en cas de difficulté au niveau de ces différents stades de développement. Nous aborderons aussi les différentes relations qui existent entre ces différentes composantes. Nous allons débuter par quelques définitions pour bien se comprendre. Donc, tout d'abord, la communication se définit par la transmission d'un message à l'aide d'un code. Et pour communiquer, évidemment, ça implique un minimum de 2 personnes. Les humains utilisent le plus fréquemment le langage comme code pour transmettre un message. Donc, le langage, c'est notre code à nous pour communiquer, pour entrer en communication avec les autres. Dans la présentation de ce soir, nous allons aussi parler de la parole. La parole, c'est l'ensemble de gestes moteurs qui sont nécessaires à la transmission d'un code. Notre code à nous étant le langage, la parole fait référence à tous les gestes de la bouche, de la langue, des lèvres qui interviennent lorsqu'on souhaite parler, donc lorsqu'on souhaite communiquer avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on entend par communication? Donc, la communication, c'est plus large que simplement parler. Dès que 2 personnes se transmettent un message, même sans mots, elles communiquent. C'est donc dire qu'on peut communiquer de différentes façons. On peut communiquer par notre langage corporel, nos expressions faciales. On peut communiquer à l'aide du langage oral. On peut communiquer par écrit, donc à l'aide de notre langage écrit. Certaines personnes vont aussi communiquer à l'aide de la langue des signes, donc c'est une forme de communication également. Et on peut aussi transmettre un message avec certains gestes
connus, comme le geste de bye-bye, par exemple, qui est connu de tous. On n'a pas besoin de parler, on comprend la signification de ce geste-là. Donc, vous comprenez qu'il faut être attentif à la façon dont nos enfants communiquent, puisqu'ils le font dès qu'ils sont bébés, même s'ils ne parlent pas encore. Donc, un bébé qui pleure, un bébé qui nous tend les bras, un bébé qui pointe est en train de communiquer. Donc, ce n'est pas parce qu'il ne parle pas qu'il ne communique pas. C'est une base très importante à comprendre. Dans la présentation de ce soir, on va parler plus spécifiquement du langage oral et écrit au préscolaire et au début de l'âge scolaire. Qu'entend-on par langage? Le langage se divise en deux grands volets. Le volet réceptif, qui correspond à ce que l'enfant comprend. C'est sa compréhension du langage, c'est sa compréhension de ce qu'on lui dit. Le deuxième volet concerne le volet expressif, donc ce que l'enfant exprime, ce qu'il nous dit. Et le volet expressif va se diviser en trois autres sous-catégories, soit la forme, le contenu et l'utilisation. Ce sont des termes un peu plus techniques, mais je vais vous les expliquer en les comparant à un cadeau. Donc, les composantes du langage que vous voyez à l'écran, l'utilisation, le contenu, la forme, peuvent être comparées à un cadeau. C'est la boîte, c'est le contenant, c'est ce qu'on voit. Donc, c'est l'apparence de notre cadeau. On peut faire le parallèle au niveau du langage avec comment l'enfant parle, comment il prononce les sons, comment il dit les sons. Donc, est-ce que notre cadeau est bien emballé ou pas? Est-ce que le mot est bien dit ou pas? C'est le parallèle qu'on peut faire. Le contenu, maintenant, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du cadeau qu'on va offrir. Qu'est-ce qu'on donne comme cadeau? Si on fait le parallèle avec le langage, ça correspond à qu'est-ce que l'enfant dit. C'est quoi le contenu de son message? Qu'est-ce qu'il nous communique? On va souvent parler de vocabulaire lorsqu'on parle de contenu. L'utilisation maintenant, c'est l'intention qu'il y a derrière le geste. Donc, pourquoi on va donner un cadeau? On va donner un cadeau parce que c'est l'anniversaire de quelqu'un, on va donner un cadeau parce que c'est la fête des mères, la Saint-Valentin, Noël, etc. Si on fait le parallèle avec le langage, on va utiliser le langage à différentes fins. On va utiliser le langage pour poser des questions, pour commenter, pour rappeler un fait, pour décrire. Donc, ce sont toutes des intentions de communication. Vous voyez donc que le langage concerne plusieurs sphères, comprend plusieurs volets. Donc, un enfant peut avoir, par exemple, un très bon vocabulaire, un bon contenu, mais avoir plus de difficultés avec sa prononciation. Donc, il faut faire attention avec mon enfant ne parle pas versus mon enfant ne prononce pas bien. Donc, un enfant peut avoir beaucoup de vocabulaire, dire beaucoup de mots. Donc, ça va être sa force au niveau du langage, mais avoir tout simplement de la difficulté à bien prononcer. Donc, avoir plus de difficultés au niveau de la forme. Maintenant, qu'entend-on par parole? On a mentionné tout à l'heure que la parole concerne les gestes moteurs qui sont utilisés pour produire le langage. Donc, la parole fait appel à différentes habiletés d'articulation, de fluidité, de voix, de résonance. Donc, ce sont différents aspects qu'on va observer, qu'on va surveiller lorsqu'on veut évaluer la parole d'un enfant. Encore une fois, un enfant peut avoir de très bonnes habiletés langagières, donc avoir un bon vocabulaire, bien prononcer les sons, avoir une bonne compréhension, mais on peut observer chez lui des difficultés au niveau de la parole. Donc, peut présenter par exemple du bégaiement, avoir de la difficulté à bien placer sa langue pour prononcer certains sons. Donc, de bonnes habiletés langagières peuvent être présentes avec des difficultés de parole.
On va aborder maintenant les étapes du développement normal du langage oral. Donc, ce que je vais vous présenter sur les prochaines acétates, c'est vraiment ce à quoi on s'attend selon les différentes tranches d'âge chez les enfants d'âge préscolaire et au début de l'âge scolaire. Chez les enfants de 6 à 12 mois, au niveau du langage réceptif, on s'attend à ce que le jeune enfant comprenne des questions simples. Par exemple, quand on lui demande « Où est papa ?», il va chercher autour de lui, même s'il n'est pas capable de nous répondre, on sent qu'il a compris la question. Il va chercher, il va peut-être même pointer. Donc, on voit qu'il a compris la question qu'on lui a posée. Il va aussi réagir à son prénom. Donc, quand on va l'appeler, il va se retourner. Il va être capable de répondre à des petites consignes simples lorsqu'on donne notre consigne avec un geste. Par exemple, viens ici, donne-le-moi en tendant la main, l'enfant va comprendre ce qu'on attend de lui. Il va aussi reconnaître le nom des objets familiers qui l'entourent, comme du lait, le toutou, la doudou, le bain, donc les objets qui font partie de son quotidien. Au niveau du langage expressif maintenant, un enfant de 6 à 12 mois va commencer à imiter les sons, les syllabes qu'il entend autour de lui. Va babiller, donc faire des séquences de syllabes, ba, 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 ba. Va faire des tests avec les sons. Donc, souvent, les enfants vont avoir des sons préférés pendant quelques jours de suite, toujours répéter les mêmes séquences de syllabes. Donc, ils sont en train de tester leur capacité à produire les sons. Vont aussi imiter des gestes comme bye bye, bravo, faire non avec la tête ou faire oui avec la tête. Peuvent pointer pour demander des objets. Donc, s'ils voient du lait ou leur toutou, peuvent pointer pour les demander. Et c'est vers 12 mois que les premiers mots vont aussi apparaître. Et là, attention, 12 mois, c'est approximatif. Certains enfants vont prononcer leurs premiers mots vers 11 mois. Pour certains, ça peut être 14 mois. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. 12 mois, c'est quand même une moyenne. Il y a une grande variabilité d'un enfant à l'autre. Les enfants de 12 à 18 mois maintenant, donc 1 an et demi, vont reconnaître des mots hors de leur contexte. C'est-à-dire que même s'ils ne voient pas de lait dans leur environnement immédiat, ils vont quand même comprendre à quoi ça fait référence. Ils vont aussi être capables de répondre à des consignes sans geste. Donc, tout à l'heure, chez les enfants plus jeunes, on parlait de consignes avec des gestes de la main. Maintenant, les enfants de 1 an et demi sont capables de les comprendre sans geste. Au niveau du langage expressif, les enfants de 12 à 18 mois vont commencer à imiter des expressions figées, comme c'est beau, 1, 2, 3, go, j'en veux plus, donc des petites phrases comme ça, figées, qui se répètent souvent. Vont utiliser des combinaisons de mots et de gestes pour se faire comprendre et possèdent généralement un vocabulaire d'environ 15 mots. Et là, attention, à cet âge-là, on va revenir sur la notion de mots. Donc, un enfant qui dit « tôt » pour « bateau », mais qui le dit de façon constante à chaque fois qu'il voit un bateau, c'est un mot pour lui. Il n'est pas bien prononcé, mais c'est quand même un mot. Donc, ça compte dans son vocabulaire. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on a parlé des différentes composantes, le contenu, la prononciation. Donc, le bateau fait partie de son contenu, de son vocabulaire, mais il a tout simplement des difficultés à le produire avec exactitude pour le moment. Les enfants de 18 à 24 mois maintenant, au niveau de leur compréhension, vont être capables de répondre à des questions oui-non. Donc, des questions qui peuvent se répondre par oui ou par non, vont parfois nous répondre verbalement ou par un signe de tête. Et peuvent comprendre certaines actions simples, comme « assis-toi ». Donc, vont comprendre encore une fois de plus en plus de consignes. Au niveau du langage expressif, un enfant de 18-24 mois commence à faire des petites phrases de 2 mots, donc à combiner 2 mots ensemble.
Par exemple, papa parti, veut lait. Donc, souvent combiner un verbe avec un sujet ou un nom. À cet âge-là, les enfants possèdent un vocabulaire d'environ 50 mots, et encore là, c'est une moyenne. Vont aussi beaucoup aimer imiter les bruits. Par exemple, les bruits des animaux, les bruits des moyens de transport. Donc, vont aimer ça, faire des jeux d'imitation avec nous à cet âge-là. Vers 2-3 ans maintenant, un enfant devrait bien répondre aux consignes à 2 éléments. Par exemple, si on lui dit « va chercher tes bottes et ton manteau », il devrait revenir avec les 2 éléments et non avec juste un. Il devrait aussi comprendre les notions d'espace comme sur la table versus en dessous de la table, en haut, en bas, dans. Peut pointer les parties de son corps et comprend la plupart des questions simples qu'on lui adresse. Par exemple, si on lui demande « il est où ton camion? C'est qui ça? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait le monsieur? » L'enfant de 2-3 ans devrait être capable de nous répondre. Au niveau du langage expressif, maintenant, un enfant de 2-3 ans va produire des phrases de 2 à 4 mots, va utiliser les mots « moi », « toi », les déterminants « un », « une » dans ses phrases, commence à accorder ses verbes. Donc, on voit apparaître des verbes au passé, par exemple « j'ai fini ». Peut avoir une petite conversation avec un adulte en respectant les tours de rôle, donc comprend qu'on ne parle pas en même temps que quelqu'un d'autre, puis qu'on peut avoir un certain échange. C'est à cet âge-là qu'on voit apparaître l'explosion du vocabulaire. Donc, entre 2 et 3 ans, on a l'impression que l'enfant apprend 10 nouveaux mots par jour. C'est vraiment une explosion. Et c'est cette augmentation du vocabulaire qui lui permet de faire des phrases plus longues aussi. Le fait de développer son vocabulaire des verbes d'action, son vocabulaire des adjectifs, c'est ça qui lui permet d'allonger ses phrases. À 2-3 ans, l'enfant va aussi commencer à nous poser des questions et parfois poser beaucoup de questions. Vers 3-4 ans, au niveau du langage réceptif, un enfant capable de suivre une petite conversation, donc de répondre à nos questions de façon adéquate, va reconnaître les couleurs de base, va différencier des concepts comme gros, petit, un peu, beaucoup, et commence à comprendre des questions plus complexes. Donc, quand on lui demande combien il y a de crayons dans son étui, pourquoi le chien pleure, va commencer à répondre de façon adéquate à ce genre de questions. Au niveau du langage expressif, un enfant de 3-4 ans est généralement bien compris par les autres. Donc, autant par les personnes qui lui sont familières que par des personnes étrangères. L'enfant de 3-4 ans va faire des phrases complètes qui contiennent les pronoms je, tu, il, elle, de même que les déterminants. Il est aussi capable de raconter un événement récent. Donc, raconter un événement qui s'est produit à la garderie, raconter une activité qu'il a faite pendant la fin de semaine. Donc, il est capable de nous raconter brièvement les événements qui lui sont arrivés. Vers 4-5 ans, un enfant commence à comprendre les concepts de temps. Maintenant, demain, hier, et encore là, 4-5 ans, même jusqu'à la maternelle, ça peut être des concepts qui peuvent demeurer difficiles pour certains. Va répondre à nos questions de façon plus élaborée et peut suivre 2 à 3 consignes dans le bon ordre. Pour ce qui est du langage expressif, l'enfant va faire des phrases plus complexes avec des pronoms relatifs comme le qui, le que, avec parce que, après, si. Donc, ces phrases sont vraiment plus élaborées, plus longues et plus complexes. Peut communiquer ses idées, ses sentiments, raconter des histoires, inventer des histoires, décrire ce qui l'entoure. Donc, on voit que son langage devient de plus en plus élaboré.
À cet âge-là, certains sons peuvent encore être difficiles, comme le ch, le je. Par exemple, l'enfant va dire un cheval au lieu d'un cheval, une girafe au lieu d'une girafe. Donc, à cet âge-là, ça peut être encore normal. Même chose pour les groupes de consonnes, comme le train qui devient un crin. À cet âge-là, on ne s'inquiète pas, c'est une difficulté qui peut rentrer dans l'ordre. Maintenant, à 6 ans et en montant, au niveau du langage réceptif, les élèves, à cet âge-là, on peut les appeler des élèves, vont commencer à apprendre à faire des inférences et des déductions. Donc, faire preuve de logique, lire entre les lignes. On voit que leurs habiletés de compréhension deviennent plus raffinées, vont être capables de résoudre des devinettes un peu plus complexes, par exemple. Au niveau du langage expressif, les verbes au pluriel sont en acquisition. Par exemple, l'enfant va apprendre que lorsqu'une personne boit, on va dire « il boit », mais s'il y a plus que plus qu'une personne, on va dire « ils boivent ». Donc, ces petites distinctions au niveau de la conjugaison des verbes, l'enfant apprend tranquillement à bien les produire. Les erreurs à cet âge-là sont de plus en plus rares. Donc, on ne devrait plus observer d'erreurs fréquentes lorsque l'enfant est âgé de 6 ans. À cet âge-là, il devrait être en mesure de communiquer comme un adulte. Certains aspects peuvent encore être en acquisition. Donc, on peut entendre une erreur par-ci, par-là, une fois de temps en temps, mais les erreurs ne devraient pas être fréquentes. Nous allons maintenant aborder justement quelques difficultés fréquentes qui peuvent arriver au cours du développement du langage oral. Donc, c'est des erreurs qu'on va dire normales dans le développement. On les surveille par contre et on stimule. Donc, c'est vraiment le moment de noter les choses qu'on observe et essayer de stimuler au quotidien pour donner de bons modèles à notre enfant. Au niveau de la compréhension verbale, un enfant qui demande de répéter les consignes ou qui en oublie une partie. On s'assure tout d'abord de vérifier son audition. Donc, on veut être sûr que l'enfant entend bien et que s'il nous demande de répéter une consigne, ce n'est pas dû au fait qu'il ne l'a pas entendu. On s'assure aussi de son attention. Donc, on veut être certain que l'enfant est capable de demeurer attentif tout au long de notre consigne. Donc, s'il ne l'a pas exécuté correctement, c'est vraiment parce qu'il n'a pas compris les mots dans la consigne et non parce qu'il n'a pas été attentif pendant la consigne. C'est vraiment deux choses à vérifier. Les confusions au niveau des concepts plus abstraits peuvent aussi faire partie du développement normal, donc des difficultés qui peuvent survenir assez fréquemment. On parle entre autres de la distinction entre les notions spatiales gauche et droite. On parlait tout à l'heure des notions temporelles comme hier, aujourd'hui, demain, distinguer les jours de la semaine, distinguer les différentes couleurs. Donc, c'est des difficultés qui arrivent assez fréquemment chez les enfants. Au niveau des difficultés de prononciation, on a des enfants qui vont transformer certains sons ou qui vont omettre des sons. Par exemple, l'enfant va dire « te » au lieu de « feu », « yapin » au lieu de « lapin », « ça » au lieu de « chat ». Donc, on va vraiment transformer des sons dans les mots, ce qui peut le rendre difficile à comprendre. Il y a des transformations qui peuvent être normales jusqu'à un certain âge et d'autres qui sont un petit peu plus atypiques. Donc, en cas de doute, c'est bien de consulter en orthophonie pour vraiment être certain que le développement des sons suit son cours normal.
Les enfants peuvent avoir de la difficulté à produire des phrases, donc à produire des phrases complètes. Va omettre certains mots dans ces phrases. Par exemple, va dire « papillon fait dodo » au lieu de « le papillon fait dodo ». Peut avoir du mal à conjuguer ses verbes. Par exemple, dire « le garçon pleurait » au lieu de « le garçon pleure ». Peut avoir du mal à accorder en genre les articles et les pronoms. Va dire par exemple la fille y mange un pomme au lieu de la fille elle mange une pomme ou la fille elle mange une pomme. L'enfant peut avoir un vocabulaire plus faible, chercher ses mots ou encore avoir de la difficulté à raconter des histoires, à expliquer certaines choses. Quand est-ce qu'on s'inquiète? Il y a certains signes qui peuvent nous inciter à consulter rapidement en orthophonie. Entre autres, lorsque l'enfant ne cherche pas à communiquer avec nous, donc ne répond pas à nos questions, ne pose pas de questions, ne pointe pas, semble un peu dans sa bulle, donc pas vraiment intéressé à entrer en relation avec nous, à communiquer avec nous. C'est quelque chose qui est plus préoccupant. L'absence de contact visuel, donc un enfant qui ne nous regarde pas lorsqu'on s'adresse à lui ou lorsqu'on l'interpelle. Un enfant qui est inintelligible, donc un enfant qu'on ne comprend pas lorsqu'il parle, même les personnes de sa famille, donc même en tant que père, que mère, vous avez du mal à comprendre votre enfant. C'est un signe que les difficultés de langage peuvent être plus importantes. Vers 4 ans, un enfant qui s'exprime encore par des phrases très courtes, comme un mot ou deux, qui omet des mots dans sa phrase, c'est aussi un signe de difficulté plus importante. Et finalement, un enfant qui se referme, qui refuse de parler, c'est un signe qu'il faudrait consulter en orthophonie. Je vais vous donner maintenant quelques pistes d'intervention, donc quoi faire si votre enfant présente des difficultés langagères. Ce sont des trucs que vous pouvez appliquer à la maison et qui vont vous permettre de stimuler le langage de votre enfant. Le conseil numéro 1 que je peux vous donner, c'est de donner un modèle verbal adéquat lorsque votre enfant fait une erreur, soit au niveau de la prononciation, soit au niveau de sa structure de phrase. Donc, par exemple, si votre enfant dit « Maman, j'ai vu une girafe au zoo », vous reprenez la phrase derrière lui. Donc, vous lui dites « Ah oui, tu as vu une belle girafe ». Donc, vous avez entendu, j'ai accentué la correction apportée dans la phrase. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut faire. On ne demande pas à l'enfant de répéter. On se contente vraiment de donner un bon modèle derrière lui. Si l'enfant reprend notre modèle, donc essaie de redire le mot derrière nous, on l'encourage évidemment et on le félicite s'il réussit. Pour donner un bon modèle verbal, c'est important de se placer à la hauteur de l'enfant et de s'assurer d'avoir son contact visuel. Parce que si l'enfant ne voit pas notre bouche lorsqu'on produit le mot en question ou le son en question, il va avoir plus de difficultés à le reprendre. Notre modèle va être moins efficace. On ralentit aussi notre débit pour que l'enfant entende bien la correction qu'on apporte. Je mentionnais tout à l'heure de ne pas faire répéter l'enfant. Pourquoi on évite de les faire répéter? C'est que certains enfants peuvent se tanner si on les fait répéter toute la journée, qu'on lui dit non, c'est pas comme ça, redis-le, redis-le, redis-le. L'enfant va se tanner, ne voudra plus faire des jeux avec nous, ne voudra plus parler avec nous parce qu'on va seulement se concentrer sur la façon dont il parle et non sur de quoi il parle. Donc, c'est pour ça qu'on évite de faire répéter les enfants. Mais vous pouvez être rusé. Donc, sans le faire répéter nécessairement, utiliser des petites stratégies qui vous permettront de lui faire redire les mots sans qu'il s'en aperçoive. Donc, lui donner des choix de réponse, placer des objets hors de sa portée, faire des absurdités. Donc, c'est des petites choses qui peuvent forcer l'enfant à redire le mot sans trop s'en rendre compte.
Pour stimuler le langage de votre enfant, vous pouvez aussi allonger, reformuler ses phrases, parler de ce que vous faites, de ce qu'il est en train de faire, toujours en suivant son intérêt. Ça va être plus efficace. S'il est en train de jouer avec des blocs, servez-vous de ça et commentez ce qu'il est en train de faire plutôt que d'essayer de l'attirer vers une activité qui ne l'intéresse pas. Laissez-lui du temps pour s'exprimer. Posez-lui des questions ouvertes qui vont l'inciter à élaborer un peu plus. Et finalement, si les difficultés langagières de votre enfant persistent malgré l'application des conseils de stimulation proposés, consultez en orthophonie. À la clinique, ici, nous offrons le service de dépistage gratuit. Donc, vous venez avec votre enfant passer 20 minutes avec une orthophoniste. L'orthophoniste va pouvoir vous donner son avis sur les difficultés langagières qui sont observées. On va parler un peu de la parole maintenant. Donc, on se rappelle que la parole fait référence aux ensembles de gestes moteurs qui nous permettent de communiquer, donc d'utiliser le langage. Certains troubles de parole peuvent être observés chez les enfants. On a entre autres les troubles d'articulation qu'on va appeler les stigmatismes. Le stigmatisme peut être interdental, donc l'enfant va parler sur le bout de la langue. C'est assez fréquent chez les enfants d'âge préscolaire. C'est vraiment la langue qui pointe entre les dents et ça va affecter la précision des sons S et Z principalement, donc le SE et le ZE, et parfois le TE, le DE, le NE et le LE. Donc la langue va vraiment sortir entre les dents. Le stigmatisme latéral affecte quant à lui la clarté des sons CH et JE. Donc on a vraiment l'impression que l'air sort sur le côté, que ça roule un peu dans les joues. Le son est bien produit, mais c'est comme s'il était un peu distorsionné. Les stigmatismes sont normaux jusqu'à l'âge de 6-7 ans, donc peuvent se résorber naturellement. On recommande donc d'attendre l'âge de 6-7 ans avant d'intervenir en ce qui concerne les stigmatismes. Les troubles de fluidité peuvent aussi être observés chez certains enfants. On va parler à ce moment-là de bégaiement. Donc, le bégaiement se caractérise par certains types d'hésitation qui sont observés. L'enfant va répéter des sons, va répéter des syllabes dans les mots. Par exemple, j'ai vu une souris. Donc, ça, c'est une manifestation de bégaiement. Va prolonger des sons. J'ai vu une souris. Va avoir certains blocages dans sa parole. On va avoir l'impression qu'il est tendu au niveau des muscles de sa gorge, de sa tête, de son visage. L'enfant semble forcé pour parler. La parole peut être saccadée. L'enfant peut aussi produire des mouvements associés à son bégaiement, comme par exemple des clignements des yeux ou des mouvements de la tête. Certaines hésitations dans la parole peuvent être normales. Donc, des enfants qui vont répéter des petits bouts de phrases, changer la formulation en cours de route, commencer une phrase sans la finir, c'est des hésitations qui sont à ce moment-là normales. Au préscolaire, le bégaiement peut être transitoire. Généralement, il apparaît vers 3 ans, peut durer jusqu'à 6 mois et disparaître par la suite. Donc, sachez que si votre enfant bégait pendant quelques mois, ça peut être normal et ça peut se résorber sans intervention. Par contre, si le bégaiement persiste au-delà de 6 mois, il faut consulter en orthophonie à ce moment-là. Le bégaiement persiste chez environ 4 à 6% des enfants. Si votre enfant bégait, c'est important de demeurer à l'écoute, d'éviter de lui couper la parole ou de parler à sa place. Donc, terminer ses phrases, ce n'est pas une bonne idée pour l'aider. Au contraire, on lui fait comprendre qu'on a du temps pour l'écouter, qu'il peut terminer sa phrase. Donc, il faut vraiment faire preuve de patience. On évite de lui demander de parler plus lentement. Donc, tous les conseils du type respire, prends ton temps, sois pas stressé, calme-toi, c'est vraiment à éviter. On va au contraire nous offrir un modèle de parole ralenti
Donc, quand vous parlez à votre enfant, ralentissez votre débit, montrez-lui que vous avez du temps pour l'écouter. Ce n'est pas toujours évident dans le train-train quotidien, mais c'est vraiment le conseil numéro 1 pour aider votre enfant qui bégaye. Et évidemment, consulter en orthophonie si le bégaiement persiste. On va aborder maintenant le langage écrit. On a parlé jusqu'à maintenant du langage oral qui concernait davantage les enfants d'âge préscolaire. On va maintenant se concentrer sur le langage écrit qui va concerner les enfants d'âge scolaire, donc qui débutent les apprentissages du langage écrit. Le langage écrit se développe à partir du langage oral. Donc, avoir une bonne base au niveau du langage oral, c'est essentiel pour bien développer son langage écrit. Les habiletés de prélecture et de préécriture que l'enfant doit développer au préscolaire sont les suivants. L'acquisition d'un vocabulaire riche, de bonnes habiletés narratives, un intérêt pour la lecture, un intérêt pour l'écriture et de bonnes habiletés de conscience phonologique et morphosyntaxique. On va expliquer tout ça dans les diapos qui suivent. Un vocabulaire étendu et de bonnes connaissances grammaticales, ça permet à l'enfant de prédire certains mots qui vont être lus, ce qui augmente sa vitesse de lecture. Donc, l'enfant en cours de lecture va à l'aide du sens deviner un peu ce qui s'en vient, ce qui lui permet de lire plus vite. Il va aussi comprendre plus facilement le sens des textes lus. Donc, un enfant qui lit un texte et qui n'a pas un bon niveau de vocabulaire va toujours s'arrêter pour comprendre le sens de certains mots, ce qui va faire qu'en bout de ligne, sa compréhension globale du texte va être moins bonne. Une bonne conscience phonologique permet aux enfants de lire et d'écrire des mots moins fréquents, des mots complexes, des mots longs. Donc, c'est vraiment son habileté à manipuler les sons qui va l'aider à bien écrire ou à bien lire ces mots-là. Un enfant qui maîtrise bien le schéma narratif, donc qui maîtrise bien la structure du récit, va comprendre plus facilement un texte lu. Donc, va être capable de saisir l'idée principale d'un texte, de comprendre certains détails. On sait qu'une histoire a un début, un problème, une solution et une situation finale. Donc, quand on a ce schéma-là dans notre tête, c'est plus facile par la suite de comprendre tout ce qui arrive, tous les détails dans l'histoire. L'enfant doit développer son intérêt pour la lecture au préscolaire, donc être intéressé par les livres, parce que plus l'enfant veut lire, plus il va être motivé et persévérant pour apprendre à lire. Et quand on a un intérêt pour la lecture qui se développe tôt, on va être exposé plus rapidement, plus fréquemment à l'écriture des mots, à l'écriture des phrases. Donc, ça va nous permettre d'orthographier, d'écrire plus facilement parce qu'on va être plus exposé à cette forme du langage écrit qui n'est pas la même que le langage oral. Donc, on ne parle pas comme on écrit. Un enfant qui est exposé très tôt aux livres va vite comprendre que les livres ont un langage littéraire. Donc, vont être capables d'écrire des phrases plus facilement. L'intérêt pour l'écriture est aussi important à développer. Donc, avoir une conscience des lettres, des symboles, de certaines conventions d'écriture. Par exemple, savoir qu'on écrit de gauche à droite, qu'on lit de gauche à droite également. L'enfant va être intéressé à reconnaître des logos, reconnaître certaines lettres, apprendre à bien tenir un livre, va aussi être intéressé à repérer certains mots. Par exemple, les enfants au préscolaire vont aimer ça, reconnaître quand leur nom est écrit quelque part, vont être capables de nous dire « ça, c'est mon nom qui est écrit ici ». Même s'ils ne lisent pas encore, même s'ils n'écrivent pas encore, sont capables de reconnaître certains mots fréquents comme leur prénom, par exemple. On a parlé tout à l'heure de conscience phonologique. Qu'est-ce que c'est la conscience phonologique?
c'est être conscient que les mots sont constitués de syllabes et de sons. Donc, développer la conscience phonologique d'un enfant, c'est développer son habileté à jouer avec les sons, avec les syllabes, par exemple en trouvant des mots qui riment, en déterminant si on entend un son dans un mot. Par exemple, on va demander à l'enfant, est-ce qu'on entend le son ch dans chapeau? Est-ce qu'on entend le son ch dans souris? On peut s'amuser à compter le nombre de syllabes dans un mot. Ce sont vraiment toutes des activités qui vont permettre de développer la conscience phonologique de l'enfant. La conscience morphosyntaxique maintenant, c'est la connaissance des règles de grammaire de base. Donc, la conscience que les phrases sont construites d'une certaine façon. Par exemple, que la phrase commence par un déterminant, ensuite il y a un nom, ensuite il y a un verbe, et on ne peut pas mettre ça dans le désordre, ça ne fonctionne pas. Être conscient aussi que les mots, les phrases peuvent être modifiés et que ça change le sens. Par exemple, si je dis « il mange » versus « mange-t-il », j'ai seulement changé l'ordre des mots dans ma phrase, mais ça ne veut pas dire la même chose. Dans une phrase, je pose une question, dans l'autre, j'affirme quelque chose. Donc, la conscience morphosyntaxique, c'est tout ça. Certaines règles qu'un enfant va apprendre au cours de son parcours scolaire, c'est que, par exemple, un « S » à la fin d'un nom, ça veut dire que le mot est au pluriel. L'enfant va être capable de compter le nombre de mots dans une phrase. L'enfant va pouvoir corriger une phrase dont les mots sont à l'envers. Donc, un enfant qui est capable de faire ça, remettre les mots dans le bon ordre, c'est qu'il a une bonne conscience morphosyntaxique. Quand on parle plus précisément d'apprentissage de la lecture et de l'écriture, on va développer deux façons de lire et d'écrire. Donc, au début, les enfants qui commencent la maternelle et la première année vont lire par voie de décodage. Donc, le décodage est basé sur la connaissance du son des lettres. On va vraiment décoder son par son, syllabe par syllabe. Cette voie de décodage permet de lire et d'écrire des mots réguliers, donc des mots qui respectent les correspondances entre les sons et les lettres. Par exemple, caméra, papa, arbre, donc des mots finalement qui se lisent comme ils s'écrivent et qu'ils s'écrivent comme ils se lisent. La voie globale, qu'on peut appeler aussi la voie d'adressage, va permettre de lire plus rapidement des mots connus et d'écrire des mots irréguliers. Donc, la voie globale fait intervenir la mémoire à long terme. On a stocké des mots dans notre bagage et c'est ce qui nous permet de les reconnaître rapidement. Donc, au début des apprentissages, les élèves utilisent davantage la voie de décodage, donc la voie d'assemblage, et peu à peu vont commencer à utiliser la voie globale. Donc, vous et moi, lorsqu'on voit le mot autobus, on n'a plus besoin de le décoder son par son. On peut y aller plus rapidement, on reconnaît le mot autobus globalement et c'est ce qui nous permet de le lire plus vite. Voici certaines difficultés qui peuvent survenir au moment de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Donc, au niveau de la voie de décodage, ce qu'on peut observer, ce sont des difficultés à lire et à écrire des mots moins fréquents, des mots longs, des mots complexes. Les élèves vont omettre des sons, en ajouter, en remplacer, en inverser. Donc, va, par exemple, confondre le B et le D. C'est une difficulté qu'on observe souvent. Va chercher à deviner les mots au lieu de les décoder. Donc ça, c'est un signe que l'enfant a de la difficulté avec sa voie de décodage. C'est tellement difficile pour lui de décoder les sons qu'il va essayer de deviner. Des élèves qui ont des difficultés au niveau de la voie globale vont avoir du mal à lire et à écrire des mots déjà appris. Donc, les élèves apprennent leurs mots de vocabulaire à la maison, ils les savent, ça va bien, mais une fois rendus à l'école, pouf, ils les oublient et ont du mal à transférer les apprentissages qu'ils ont fait à la maison dans leur dictée du vendredi, par exemple.
Les élèves vont avoir de la difficulté à lire, à écrire des mots irréguliers, par exemple des mots comme monsieur, comme orchestre, qui ne respectent pas nécessairement les règles de correspondance. Vont lire et écrire les mots comme ils se prononcent. Par exemple, le mot dompteur va être lu dompteur. Les confusions sont aussi fréquentes au niveau des homophones chez les élèves qui ont du mal avec la voix globale. Merci Marie pour la présentation. Nous allons maintenant prendre quelques minutes pour répondre à vos questions. Nous vous rappelons que vous pouvez encore les soumettre à l'aide de la section questions de votre panneau de contrôle. Alors, notre première question, nous avons une participante qui demande pour un enfant de 3 ans qui a tendance à bégayer à quelques reprises. Quand faut-il s'inquiéter et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Que pouvons-nous faire? Comme je l'ai mentionné au cours de la présentation, à cet âge-là, le bégaiement peut être transitoire. Donc, c'est possible que ce soit une phase de développement de l'enfant. Donc, quand je dis transitoire, ça veut dire que le bégaiement peut disparaître d'ici quelques mois. Donc, ce qu'il faut faire, c'est essayer de noter dans le temps là, la période où le bégaiement est apparu et voir combien de temps ça dure. Est-ce que ça fait plus de 6 mois? Ou est-ce que c'est tout récent? On peut regarder aussi, est-ce qu'il y a du bégaiement dans la famille? C'est certain que quand il y a des antécédents familiaux de bégaiement, par exemple, si papa a bégayé plus jeune ou si on a un oncle qui bégait ou qui a bégayé, c'est un indicateur aussi qu'il faudrait consulter en orthophonie si le bégaiement persiste. J'ai donné quelques conseils tout à l'heure aussi, donc être patient avec notre enfant, lui montrer qu'on a le temps de l'écouter, qu'on est disponible, ralentir nous-mêmes notre débit pour l'inciter lui aussi à le faire. Et si le bégaiement persiste là au-delà de 6 mois, ce serait important de consulter en orthophonie pour une intervention plus ciblée au niveau de la fluidité. Une autre question, on nous demande comment les difficultés de prononciation peuvent-elles affecter l'habileté à apprendre à lire? Les difficultés de prononciation peuvent effectivement avoir un impact important sur la lecture et l'écriture. C'est pour ça qu'on va beaucoup miser sur l'intervention précoce au préscolaire pour corriger les erreurs de prononciation avant que l'enfant commence la maternelle et la première année du moins, donc avant qu'il commence à lire et à écrire. Un enfant, par exemple, qui va dire un cheval au lieu d'un cheval, va écrire S-E-V-A-L au moment d'écrire cheval, parce que dans sa tête, c'est un cheval. Donc, il va l'écrire comme il se le prononce dans sa tête. Donc, la difficulté de prononciation va avoir un impact sur l'écriture. Et étant donné que le son ch va être difficile à prononcer pour lui, même quand il voit ce son-là à l'écrit, les lettres CH va les produire comme un S parce qu'il n'a pas développé l'habileté à bien produire son ch. Donc, c'est vraiment un placement qu'il doit apprendre, qu'il doit développer pour qu'on puisse éliminer les erreurs au niveau de la lecture et l'écriture. Donc, il y a effectivement un lien très clair entre les difficultés de prononciation et le développement de la lecture et de l'écriture. Une autre question qu'on a reçue, mon enfant de 15 mois a récemment dit maman pour la première fois. Il fait plusieurs sons, plusieurs bruits avec sa bouche, mais ne parle pas plus encore. Il semble bien nous comprendre par contre. À partir de quel moment devrions-nous nous inquiéter? J'ai donné quelques signes aussi pendant la formation. Si l'enfant semble avoir une bonne compréhension, c'est déjà bon signe. Il a commencé à dire maman, il commence à produire des sons, à produire certaines syllabes, donc à faire des bruits d'animaux. C'est également un signe qu'il a un intérêt pour la communication, donc il veut vous communiquer des choses, ce qui est très bien. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est de stimuler un petit peu sa production des sons, donc l'inciter à utiliser le langage un peu plus pour communiquer.
On peut, par exemple, mettre des objets hors de sa portée pour le forcer à les dire. Commenter beaucoup ce qu'il est en train de faire. Donc, nommer les choses qui vous entourent, nommer le vocabulaire fréquent là, qui est autour de lui. Donc, ce sont des façons de stimuler sa production de mots. L'enfant a 15 mois en ce moment. On parlait tout à l'heure de 12 mois pour l'apparition des premiers mots. Donc, il est quand même là dans la tranche d'âge où les premiers mots apparaissent. On peut stimuler encore quelques temps, mais si vos inquiétudes persistent, vous pouvez consulter en orthophonie pour avoir des conseils supplémentaires, pour avoir des trucs plus précis qui vont bien fonctionner avec votre enfant pour l'aider à développer son langage davantage. Donc, vous pouvez appliquer les trucs appris aujourd'hui et si malgré tout, les premiers mots tardent à apparaître, vous pouvez consulter en orthophonie. Notre dernière question, pouvez-vous nous parler un peu des enfants exposés à 2 langues à la maison? Est-ce que c'est quelque chose qui est bien ou pas? Et est-ce que ça peut affecter le développement de son langage? En fait, oui, c'est bien qu'un enfant soit exposé à 2 langues et non, ça n'affecte pas le développement de son langage. Donc, on pourrait penser que le bilinguisme va nuire au développement langagier des enfants, mais c'est faux. En fait, c'est une richesse qu'il a, c'est une chance qu'il a d'avoir accès à 2 langues. Donc, non, ça ne va pas nuire à son développement. Par contre, si l'enfant a des difficultés langagières, ce n'est pas le bilinguisme qui va les avoir causées, mais les difficultés auraient été là de toute façon, que l'enfant soit exposé à une langue ou 2. Donc, ce n'est pas le bilinguisme qui va avoir causé les difficultés, c'est vraiment des difficultés développementales là, qui auraient été là de toute façon. Merci Marie. Un mot avant de terminer sur notre offre spéciale de ce soir. Pour vous remercier d'avoir participé à notre webinaire, nous offrons la possibilité d'avoir l'ouverture de votre dossier sans frais pour toute consultation initiale auprès d'un de nos professionnels. Vous devez simplement mentionner avoir participé au webinaire de ce soir pour vous en prévaloir. Et vous avez jusqu'au 15 juin pour le faire en visitant notre site web au www.parcoursdenfant.com ou encore en composant le 1-866-653-2397. Une fois que vous aurez quitté la présentation, vous recevrez un court sondage de satisfaction. Je vous remercie de prendre quelques minutes de votre temps pour le compléter. Vous recevrez également un courriel dans les 24-48 heures qui vous donnera accès au lien permettant de réécouter l'enregistrement de la présentation de ce soir. Au nom de Morneau Sheffel, des services de parcours d'enfants et de notre présentatrice, merci à tous pour votre participation et bonne fin de soirée.